Rencontre de haut niveau sur la riposte contre le virus Ebola en début de semaine à Malabo en Guinée équatoriale. Aux côtés de ses pairs, le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, a suivi la présentation de la situation dans les 3 pays touchés et surtout les stratégies de relèvement et de reconstruction post-Ebola. Pendant ce temps, c'est toujours l'effervescence dans les arènes de lutte dans la Causa où les empoignades sont à leur 5e jour. Pour ce mercredi, coup de sifflet final à Borou et demi-finale à Pia où les meilleurs lutteurs se sont démarqués. Et puis 1650 pèlerins togolais sont attendus à la Mecque cette année. Du 14 au 15 septembre prochain, ils pourront observer le 5e pilier de l'islam en Terre Sainte. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Malabo, la capitale équato-guinéenne, a accueilli du lundi au mardi une conférence internationale sur la lutte contre le virus Ebola. Une initiative de la Commission de l'Union africaine à laquelle plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part, dont le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. Le président togolais, coordonnateur de la lutte au niveau de la CEDEAO, a prononcé un important discours. Nous écoutons le chef de l'État, c'était hier à Malabo. Monsieur le Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Président de la République du Zimbabwe, Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Madame la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs représentant le secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je tiens avant toute chose à dire merci au peuple équato-guinéen et au président Teodoro Obiang Nguema pour leur engagement et leur implication active dans la difficile lutte contre l'épidémie d'Ebola. En acceptant il y a quelques mois d'accueillir au pied levé la Coupe d'Afrique des Nations dans un contexte rendu difficile par l'épidémie d'Ebola, la Guinée équatoriale avait déjà donné un signal fort qu'elle réitère aujourd'hui en abritant nos assises. Après de longs mois de lutte acharnée contre le virus Ebola, nous voici rassemblés aujourd'hui à Malabo pour réfléchir à la mise en place d'un centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Cette initiative vient à point nommé car elle permettra de donner une nouvelle impulsion à la capacité des pays africains à faire face aussi bien aux urgences sanitaires qu'aux multiples défis de santé publique auxquels nos pays sont confrontés. Comme chacun le sait déjà, dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, il n'y a pas de succès individuel. Il n'y a pas de réussite nationale pour aucun pays. Nos sorts sont pour ainsi dire liés et tant qu'il existera des cas résiduels dans quelque pays que ce soit sur notre continent, nous n'aurons pas accompli notre ultime mission qui est non seulement d'éradiquer cette épidémie, mais aussi d'aider les pays affectés à surmonter ses effets dévastateurs pour se reconstruire durablement dans la paix et la cohésion. Il va de soi que notre démarche ne sera crédible que si les pays africains montent en première ligne dans le soutien aux 3 pays les plus affectés par l'épidémie d'Ebola. Toute seule, l'Afrique ne pourra pas tout faire, tant les défis sont immenses. Il nous appartient de prendre les devants pour susciter l'intérêt international et surtout la mobilisation de tous nos partenaires pour le succès de la reconstruction. Pour être efficace, l'appui des bailleurs de fonds doit se faire en étroite concertation
avec les pays bénéficiaires, notamment à travers le cadre et les règles qu'ils ont eux-mêmes mises en place. Je saisis l'occasion qui m'est offerte ce jour pour vous dire combien nous restons sensibles à la mobilisation continentale. Et je veux saluer la contribution du secteur privé qui est aujourd'hui portée en faveur de la lutte contre ces fléaux dont l'épicentre se situe certes en Afrique de l'Ouest, mais qui au fond nous concerne tous. C'est dans ce même esprit de solidarité que je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour une nouvelle exhortation à faire ensemble face à nos responsabilités à travers une annulation pure et simple de la dette des 3 pays les plus affectés. Une telle démarche serait salutaire dans la phase décisive de la reconstruction post-Ebola qui s'annonce déjà à l'horizon, même si nous demeurons pleinement conscients de la fragilité de nos acquis et de nos progrès. Le message de solidarité et de responsabilité commune que je vous adresse est empreint d'optimisme. Le fait que nos sœurs et nos frères du Libéria aient réussi à atteindre l'objectif 0 cas Ebola à un moment donné de l'histoire de cette épidémie montre bien que l'objectif que nous poursuivons est à notre portée. Loin de nous décourager, les nouveaux cas de contamination enregistrés malheureusement depuis lors doivent au contraire nous inciter à plus de combativité, à plus de solidarité et à plus d'engagement aux côtés des malades, vis-à-vis des familles endeuillées et avec les pays affectés. Je voudrais terminer en remerciant et en disant toute ma gratitude au président de Guinée équatoriale pour l'accueil et pour l'hospitalité. Merci beaucoup. La conférence a plaidé pour la mobilisation de fonds pour la restauration des pays touchés où l'épidémie a fait plus de 11 000 morts. Et du coup, la solidarité africaine s'est aussitôt manifestée par une donation de près de 13 millions de dollars avec pour priorité la reconstruction des systèmes sanitaires des pays affectés et la mise en place d'un centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. Edem, ce support. Les dirigeants africains se mettent en ordre de bataille pour lutter plus efficacement contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans les pays ouest-africains les plus touchés, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts. Et la CEDEAO, pour faire face à cette maladie, a mis en place une structure coordonnée par le président de la République, Faure Essozinna Gnassingbé, présent à cette rencontre de haut niveau de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine veut donc, à travers cette conférence internationale axée sur la lutte contre Ebola, prendre un nouveau départ pour capitaliser les énergies, partager les expériences et discuter de la période de relèvement et de la reconstruction post-Ebola. Le maître mot de ces assises de Malabo est que l'Afrique doit aider les Africains. L'hôte de la conférence, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, compte sur une solidarité agissante pour adopter une stratégie commune pour régler les difficultés liées à ce virus dans la dignité et dans le respect de la souveraineté des États. Du haut de cette tribune, le président en exercice de l'Union africaine, président du Zimbabwe Robert Mugabe, propose l'accroissement des investissements pour créer des communautés de résilience. De son côté, le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Erastus Mouécha, a salué la mobilisation nationale et internationale dès l'apparition du virus en Afrique de l'Ouest. Il a souhaité qu'au moins 15% des budgets nationaux soient alloués au secteur sanitaire pour mettre les systèmes de santé à niveau. Les 3 pays touchés par le virus, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria, réunis au sein de l'Union du fleuve Manu, ont présenté à Malabo leur plan de relance socio-économique post-Ebola pour une résilience plus forte. La création du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies est vivement souhaitée. Le plan de relance de l'Union du fleuve Manu, s'il est mis en exécution, va permettre de redresser l'économie des pays touchés, de donner espoir
et de prendre en charge dignement les orphelins et autres victimes d'Ebola. Il aura le mérite aussi de baliser la voie à 0 cas d'Ebola très prochainement. Le président de la République, Faure Essozimana Gnassingbé, à son arrivée en terre équato-guinéenne, a été accueilli à l'aéroport international de Malabo par le Premier ministre du pays hôte, Vicente Eyatetomi. Et en dehors de sa participation active à ce sommet, le chef de l'État a eu des rencontres en aparté avec plusieurs personnalités, l'hôte du sommet, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, mais aussi le président de la Guinée-Bissau, le premier ministre égyptien, le président de la commission de la CEDEAO. Leurs propos sont recueillis par Edem Sissoko. Après la conférence internationale sur la lutte de l'Afrique contre Ebola, le chef de l'État, Faure Essozimana Gnassingbé, a reçu en audience le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz. Les deux hommes d'État se sont longuement entretenus sur des questions touchant la coopération entre la Guinée-Bissau et le Togo. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, a été également reçu par le président de la République. Je suis venu rendre compte au président Faure Essozimana Gnassingbé de ce que nous faisons au niveau de la commission pour suivre l'évolution de l'épidémie en sa qualité de superviseur de la réponse régionale à la maladie Ebola et également le remercier pour tout l'appui qu'il apporte à nos programmes visant à l'éradication de cette maladie. Vous savez que face à la résurgence de certains cas au Libéria et des poches également résiduelles en Guinée et en Sierra Leone, la vigilance doit être de mise et l'Organisation ouest-africaine de la santé entreprend des actions en direction de ces trois pays pour les aider à contenir et éradiquer l'épidémie. Dans ce cadre, nous avons besoin toujours de l'appui du superviseur de la réponse régionale de la CEDEAO et je suis venu donc lui faire le point des actions que nous menons et également demander son appui pour les actions futures en vue de l'éradication de la maladie dans notre région. Le Premier ministre égyptien Ibrahim Maglab a échangé avec le chef de l'État sur les relations de coopération et d'amitié qui existent entre l'Égypte et le Togo. Ils ont souhaité renforcer cette relation bilatérale, notamment dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. Le président de la République a ensuite visité le stand égyptien. Il est exposé ici des produits pharmaceutiques et autres appareils médicaux à moindre frais. L'Égypte souhaite proposer ces différents produits au Togo, surtout dans le domaine de la cancérologie, de la néphrologie et de l'allergie. Les discussions ont également porté sur la formation des imams togolais afin qu'ils transmettent l'idéologie réelle de l'islam qui est une religion de paix. Le président de la République, Faure Essozimana Gnassingbé, a été reçu à son tour en audience par le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Le chef de l'État togolais est allé féliciter son homologue équato-guinéen pour les efforts fournis afin que cette conférence soit une réussite. Ils ont également discuté des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Togo et la Guinée équatoriale. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de ce sommet de haut niveau sur la riposte contre Ebola. Et notre pays est heureusement épargné par la maladie et l'occasion est propice pour certains de démontrer leur vitalité, comme c'est le cas pour les lutteurs cabiais dans la COSA. Pour ce 5e jour des empoignades, l'heure était à la demi-finale du côté de Pia. Les qualifiés pour la grande finale de demain se sont démarqués sous le regard du chef de l'État. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Le premier spectacle de ce mercredi a eu lieu à l'école primaire centrale de Pia. C'est une demi-finale qui est disputée ici. La coalition accueille Lao Kiude Nyama en blanc, affronte Tchandé en short bleu.
Les lutteurs en blanc affichent très tôt leur détermination. Ils marquent 12 points avant que leur adversaire ne réagisse. La coalition Akeyi Lao Kyuden Nyama maintient sa domination et à la fin, c'est une victoire écrasante qu'elle remporte, 50 points contre 5 à Tchamdé. Les non-initiés de Akeyi Lao Kyuden Nyama ont emboîté les pas de leur ennemi. Ils infligent eux aussi une défaite sévère à leurs congénères de Tchamdé, 49 victoires contre 12. À quelques encablures du terrain de l'école centrale se trouve celui du CEG de Kagnaladé. C'est là que la deuxième demi-finale du canton de Pia a été disputée. Le camp en blanc est celui de Peter qui lutte contre Kadjika, Awidina et Kouda en rouge. Tout jeune cabiais, dont l'âge est compris entre 18 et 21 ans, respectueux de la tradition, est tenu de passer par cette étape des luttes. Une étape qui lui confère une certaine maturité. Cette deuxième demi-finale à Pia s'est achevée sur une victoire des lutteurs de Peter. Les Blancs gagnent par 15 points contre 6 pour Kadjika, Awidina et Kouda. La victoire a changé de camp du côté des Ahoza. Les Rouges s'imposent par 17 points contre 6. Les lutteurs des deux camps forment une coalition après cette confrontation pour rencontrer en finale l'autre coalition qui sera composée de Akeyi Lao Kyuden Nyama et Tchamdé. Et en attendant de connaître les vainqueurs à Pia demain, les empoignades dans le canton de Bou ont connu leur épilogue ce mercredi. Une finale marquée également par la présence du chef de l'État. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et silence radio depuis hier dans les arènes de Yadé, où les valeureux lutteurs de cette édition ont été connus à l'issue de la finale. Retour sur les temps forts de cette ultime empoignade avec Nestor Mozo. À cette finale de Yadé, le président de la République a été représenté par le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Komi Palamwe Tchakwele. Contrairement à certains cantons, à Yadé, la lutte a démarré avec les Ahoza, les non-initiés, suivis des Evala, pour finir avec les champions des deux camps. Quand chaque année arrive la période des Evala, on doit savoir pour
telle année X qui a été champion. C'est pour cela qu'on commence par les tout jeunes qui auront encore à faire 2 essais après. Et maintenant, les 3e années, ils sortent tous. On garde les 2 champions de par chaque coalition. Et quand ils sortent, sont eux qui clôturent l'arène. Et ça fait de l'honneur. Les lutteurs en blanc sont de Yadé-Haut. Ceux en rouge sont de Yadé-Bas. Lorsque les Evala entrent en action, c'est par année d'initiation. En tout, le jeune lutte consécutivement pendant 3 ans. Et les Evala sont classés par catégorie selon l'année d'initiation. Les attractions de cette finale fut cet affrontement entre ce colosse et son adversaire. Le lutteur en blanc a tiré malicieusement son épingle du jeu avec un match nul. Le clou de la finale est la sortie des champions de l'année. Pour l'édition 2015, le champion vient de Yadé-Bas. Aujourd'hui, je suis tellement en joie, plus qu'en joie qu'aujourd'hui. Je suis vraiment content, fier de tous ceux qui m'ont supporté jusqu'à ce jour. Au niveau du score, pour les non-initiés, c'est Yadé-Haut qui sort victorieux avec 8 points contre 4. Quant aux Evala, les 2 camps ont fait jeu égal, 18 points partout. Et avant la demi-finale de ce mercredi, hier, le canton de Pia a vibré au rythme des quarts de finale. Nestor Monzo. Empoignade pour le compte des quarts de finale dans le canton de Pia se sont déroulés sur le terrain de Pia Accueil où le chef de l'État s'est fait représenter par le ministre des enseignements primaires et secondaires. Ici, c'est les lutteurs de la coalition Accueil Lao en blanc qui rivalisent d'ardeur avec ceux de la coalition Kilde et Nyam en jaune. Chaque camp a pu démontrer les techniques, l'endurance et la maîtrise de soi dans la quête d'une victoire. Au terme, c'est la coalition Accueil Lao en blanc qui remporte la partie. 27 contre 6 chez les Evala
et 25 contre 4 chez les Awosa. L'attraction de demain sera donc la grande finale à Pia, à suivre donc sur la télévision togolaise. Autre actualité, à Lomé, les administrations douanières de la sous-région ont clos leurs travaux entamés lundi. Des recommandations ont été formulées pour la facilitation et la sécurisation du transit inter-État. Désiré Dabovi, Augustin Kossi, Adolphe Paca. D'importantes recommandations ont été prises avec des engagements au terme de la rencontre entre les administrations douanières du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Togo. Ces 4 pays sont désormais mobilisés pour favoriser la facilitation et la sécurisation du transport routier inter-État, notamment l'interconnexion des systèmes douaniers informatiques de leurs administrations. Et des pistes de solutions sont définies pour mieux sécuriser leurs recettes, éviter les fraudes et l'évasion fiscale. Nous sommes partis sur une note de satisfaction puisque des mesures ont été prises de faciliter le transport des marchandises sur nos corridors, notamment lorsque les camions sont chargés à partir de Lomé. Et nous devons faire en sorte que déjà cela est d'application, qu'il n'y ait pas d'arrêt jusqu'à la frontière burkinabé. Et les Burkinabés ont pris également le même engagement pour ce qui concerne les marchandises à destination du Niger ou du Mali, pour que dans un temps record, ces chargements puissent atteindre leur destination. Des engagements sont pris pour réduire le temps de passage en douane, ce qui est important et qui est en phase avec l'accord de Bali sur la facilitation des échanges. Il s'agit de solutions transitoires parce qu'au fait, nous voulons aujourd'hui aller rapidement à une interconnexion des systèmes informatiques douaniers. Et un chronogramme d'action a été mis en place pour que d'ici avant le mois de septembre, nous puissions disposer d'interconnexion de systèmes informatiques douaniers pour sécuriser et fluidifier ce transit-là, surtout à destination des pays de l'interland. Un projet d'accord d'assistance mutuelle administrative entre l'Office togolais des recettes et les administrations des douanes des pays de l'interland a été soumis aux parties prenantes pour examen et observation. Les amendements en vue de la finalisation et de la signature du dit document doivent parvenir à l'OTR dans un délai de 2 mois. Jeunesse, travail et argent est le thème retenu pour la sensibilisation ce mercredi des jeunes étudiants à l'université de Lomé. Une initiative de l'association Cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique pour promouvoir la citoyenneté des jeunes. Les précisions avec Rachel Aokou. Beaucoup de jeunes aspirent aujourd'hui à immigrer dans les pays occidentaux à la quête de meilleures conditions de vie et de travail. Et pourtant, le Togo regorge de multiples opportunités pouvant permettre à la jeunesse de s'épanouir. Voilà pourquoi le Cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement, CICCA, a réuni ces jeunes pour les informer, mais surtout les conscientiser sur l'amour de la patrie et les différentes voies à emprunter pour assurer son bien-être. L'Afrique est un pôle de croissance qui aura besoin de ces compétences, de ces élites pour pouvoir la construire. Parce que moi qui ai une double culture, qui ai même une double appartenance de citoyenneté, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus mieux dans un pays africain où je suis sollicité pour travailler que d'aller vivre ou d'aller travailler dans un pays européen. Parce que je me sens dans mon pays, dans mon élément, dans ma nature et je retrouve mon identité.
C'est l'ensemble de toutes ces informations et que nous voudrions porter à la connaissance des jeunes. Avant de pouvoir entreprendre et gagner des ressources, il faut suivre une formation adéquate. Les jeunes ont alors été invités à prendre soin de leurs études. Il faut que ces jeunes qui rêvent et par l'Internet, par la télévision et par tout ce que nous avons aujourd'hui comme moyen de communication, redescendent sur terre et savent que c'est par le travail individuel et collectif, par les efforts, par des sacrifices qui peuvent arriver. Et que dans nos pays, quel que soit l'état de développement ou le niveau de progrès de nos États, on peut y trouver leur bonheur. Jeunes, travail et argent, c'est autour de ce thème qu'ont tourné les échanges. Le Cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement CICCA compte ainsi réussir à amener les jeunes à planifier leur avenir selon les besoins du Togo, vu qu'ils constituent un relais pour l'avenir de ce pays. Et toujours pour la promotion des valeurs républicaines, la direction de la formation civique poursuit sa campagne nationale de vulgarisation de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. L'étape de Kara avec la correspondance de Nestor Mozo. Le processus démocratique au Togo a connu des dérapages qui ont fragilisé la vie socio-économique et politique caractérisée par des comportements inciviques, la destruction des biens, les agressions physiques et verbales, la désobéissance à l'autorité. Avec le nouveau climat d'apaisement, le gouvernement togolais a pris l'initiative de redresser la situation. Dans ce sens, le 12 juin 2014 a été adopté par décret un document de politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. La direction de la formation civique est chargée de vulgariser ce document. L'étape de Kara marque le point de départ de sa campagne à travers le pays. Aucune nation au monde ne peut se passer de l'action citoyenne pour son développement, pour son épanouissement. Les nations développées aujourd'hui, celles émergentes, ne doivent leur salut qu'à la citoyenneté. La politique a insisté surtout sur ce que nous appelons la participation citoyenne. La participation citoyenne, pour ce faire, doit passer par le respect systématique des institutions de la République. Le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen. Le respect des édifices, tant publics que privés. En donnant le coup d'envoi de cette campagne de vulgarisation de la politique nationale de la formation civique, le directeur de cabinet du ministre de la Communication en charge de la formation civique, Jean-Luc Kofi Gomez, a indiqué que le gouvernement, à travers cette politique, réaffirme son attachement au principe de la liberté, de la démocratie, en voulant amener les Togolais à renouer avec les valeurs républicaines. Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement au PNUD qui a soutenu le processus de réalisation du projet et au PASCRENA pour sa contribution à l'élaboration du manuel. À retenir dans l'actualité de ce mercredi, à l'étranger, ce double attentat suicide à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord du Cameroun. 2 kamikazes, 2 jeunes filles de 15 ans, ont déclenché leur engin explosif à 2 endroits de la ville, dont le marché central. Et selon un communiqué du gouvernement de Douala, il y aurait 13 morts et 32 blessés. Un acte qui porte la signature du groupe islamique Boko Haram. Je vous le disais en titre, le départ pour le Hajj 2015 aura lieu le 14 et 15 septembre 2015. 1650 musulmans togolais pourront observer ce 5e pilier de l'islam, ce qui est le pèlerinage en Terre Sainte en Arabie Saoudite. Et l'annonce a été faite ce mercredi par le ministre en charge de l'administration territoriale. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. Le temps est ainsi donné au Hajj 2015. Les musulmans du Togo et d'ailleurs peuvent désormais se préparer à observer le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage en Terre Sainte en Arabie Saoudite.
Au niveau des agences de voyage, on s'affaire pour mettre les pèlerins dans les meilleures conditions de départ. Les pèlerins doivent venir s'inscrire le plus tôt dans leurs agences respectives. Nous sommes 32 agences aujourd'hui qui représentent les NAVOT. Tout le monde doit aller. Et tout en sachant que cette année, il faut s'inscrire avec un passeport, avec une carte d'identité, avec une naissance et avec la carte d'électeur, pour savoir qu'au moins tu fais partie de notre pays. Sur les 1650 places disponibles pour les pèlerins togolais, 1500 seront gérées par les agences de voyage au prix de 2 150 000 francs CFA par pèlerin. Les compagnies aériennes qui transporteront nos pèlerins sont Askai, que nous connaissons tous, et Flynas, une compagnie saoudienne. Les deux compagnies partiront le même jour, à savoir le 14 et le 15, 2 jours de départ. 14 et 15 septembre 2015 et le retour le 18 et le 19 octobre 2015. La date d'ouverture du Hajj 2015 est donc fixée ce jour, 22 juillet 2015. Aujourd'hui même, le Hajj est ouvert. Je voudrais terminer en demandant aux agences d'accorder le meilleur accueil aux pèlerins. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires, les autorités rassurent que tout sera mis en œuvre pour que le Hajj 2015 ait lieu dans de meilleures conditions afin que les pèlerins puissent profiter pleinement de ce temps de recueillement. La date limite des inscriptions est fixée au 15 août 2015. La 10e réunion du Conseil de l'organisation régionale anti-dopage de zone 2 et 3 Afrique se tient depuis ce matin à Lomé. Cette assise fait le bilan d'un an d'activité du Conseil et va permettre également d'élire un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. Modeste Kouma. Le dopage est un fléau pour le sport et plusieurs actions sont menées pour l'enrayer. C'est dans cette optique que se tient la 10e réunion du Conseil de l'organisation régionale antidopage au RAD, zone 2 et 3 Afrique, en vue de faire le bilan des activités menées depuis Abidjan 2014 et la mise en œuvre des nouvelles réglementations antidopage. Nous allons parler de l'état des lieux, faire le point sur les avancées que nous avions enregistrées et maintenant penser à des perspectives. L'objectif de l'ORAD est d'atteindre le niveau zéro dopage dans le sport. Ce résultat ne peut être obtenu qu'à travers une synergie d'action des 10 pays participants. À raison de l'importance de la présente réunion, au vu des sujets d'intérêt considérable inscrits à l'ordre du jour, j'exhorte tous les participants à faire preuve de synergie et de courtoisie en vue des échanges utilitaires devant permettre de prendre des décisions notables pour le rayonnement de l'ORAD Afrique, zone 2 et 3. À cette session, l'ORAD va se doter d'un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. L'ORAD sera présente aux Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville en septembre 2015. Et ce communiqué pour terminer, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les titulaires du baccalauréat deuxième partie session de juin 2015, âgés de 23 ans ou plus, ayant les mentions très bien, bien ou assez bien et désireux de poursuivre leurs études supérieures au Maroc, qu'ils peuvent déposer leur dossier de candidature à la direction des bourses et stages à partir de ce mercredi 22 au vendredi 24 juillet 2015 à 17 h. Les dossiers devront comporter les pièces suivantes non légalisées. Une copie de l'acte de naissance, une copie du certificat de nationalité, une copie du relevé de notes du bac 1, une copie du relevé de notes du bac 2 et une lettre de motivation. Les candidates et candidats de l'intérieur du pays sont informés que les dossiers transitent par fax ou scannés sont recevables. Le nombre de places étant limité, seuls les candidats et candidates dont les dossiers sont retenus seront convoqués.
Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Yadeba, dans la Kosa. Au revoir.